Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, du coup, je suis en direct avec Alexandre Coronet, qui est CT au comité de l'Isère et puis entraîneur quand même de National 2 masculine aussi à Châtellerault. Et donc, du coup, on va évoquer un petit peu la formation du joueur, de l'entraîneur à travers son poste de CT. Et on va aussi parler de lui et de ses activités annexes avec la National 2 masculine. Voilà. Salut Alex, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Bonjour à tous. Effectivement, comme Flo vous l'a dit, Alexandre Coronet, bientôt 32 ans, conseiller territorial du comité de l'Isère depuis 3 ans maintenant, et avec une activité annexe, effectivement, entraîneur de la Nationale 2 à la Ravoir-Châle Basket. Eh ben super. Ben écoute, la première question est la suivante. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton histoire avec le basket et puis avec le coaching par la suite? Voilà, et comment tu es arrivé jusque là aujourd'hui. Je pense que j'ai un parcours qui est hyper atypique, qui est hyper différent de la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu-là, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai découvert le basket et j'ai commencé le basket à 18 ans. Parce que avant, je pratiquais le foot, j'étais footeux et le basket était un sport que je regardais, que j'aimais bien regarder, mais qui me passionnait pas forcément. Je pense qu'il y a 15 ans, si quelqu'un me dit que j'allais faire un travail de basket, j'aurais pas forcément cru. Et en fait, j'y suis arrivé totalement par hasard. J'avais des amis lycéens qui étaient en recherche de joueurs, donc au club de Barbie Saint-Alban Basket, qui étaient en recherche de joueurs sur leur équipe R3. Et bon, je suis pas forcément très très grand, mais je fais 1m85 et ils avaient vraiment pas de grand à cette époque-là. Et du coup, ils m'avaient proposé de venir faire des essais. Et en corrélation, j'avais des petits soucis dans mon club de foot où j'avais des petites mésententes avec mon coach à ce moment-là. J'avais des amis qui avaient arrêté, j'avais changé de club, c'était pas forcément très bien passé. Et du coup, la première année, je faisais les deux activités en même temps. Je faisais à la fois du foot et du basket. Et je me suis orienté sur le basket au bout de 6 mois. Et voilà comment j'y suis arrivé. Après, j'ai continué dans mes études, je suis allé en STAPS, je fais licence STAPS. Il fallait choisir une option, donc j'ai choisi l'option basket et j'ai vraiment mis un pied dedans et j'ai vraiment arrêté le foot. Et puis voilà, après, ça m'a emmené vers d'autres aventures. On va peut-être parler un petit peu plus tard, j'espère. Ben, comment justement tu t'es porté vers l'entraînement et le coaching justement du statut de joueur arrivé sur le tard, tu t'es retrouvé quand même dans le coaching, puis tu as quand même un joli parcours aussi dans le coaching, mine de rien. Donc comment est-ce Ouais. que tout ça, ça s'est cumulé et c'est arrivé pour arriver aujourd'hui entraîneur de la Nationale 2 masculine et c'était. Eh ben écoute, en fait, j'ai toujours voulu faire entraîneur, même quand j'étais au foot. Mon but, c'est d'être entraîneur. J'ai toujours aimé analyser. Je regardais toutes les infos sur tous les réseaux sociaux, Internet, l'équipe, Eurosport, machin. Je regardais tout. J'ai toujours été passionné de ça. Et en fait, l'idée m'est venue. Voilà, j'ai arrêté ma licence TAPS, c'est quelque chose qui me convenait pas. Et donc j'ai démarché mon club, qui était l'Entente Brabant Totalement Basket, pour faire un BPGEPS. Ça s'est pas fait parce que pas de financement. Et à cette époque-là, c'est fait encore le régime de formation qui s'appelait Gonen Sport Formation. Donc, il m'a trouvé le club de. Alors, à l'époque, c'était Annecy Séno Annecy le Vieux Basket, qui cherchait un apprenti. Et en fait, la vraie chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé dans une structure qui était très développée, avec un directeur technique qui était compétent, où ils m'ont fait confiance rapidement. Et du coup, en fait, en 2 ans et demi, je suis passé de joueur à arrêter ma carrière de joueur, entre guillemets, pour me mettre dans le coaching directement. Donc, j'ai fait mes 2 ans de BPGEPS sur Annecy, donc au club de Lazare, qui était en entente avec Crampringy sur l'Union des clubs haïtiens basket, l'UCAB. Et la vraie opportunité que j'ai eue, en plus de pouvoir échanger avec énormément de coachs qui étaient diplômés, parce que à cette époque-là, il y avait Michel Perrin, Mathieu Pouillot, Anthony Logereau, Philippe Prubec, des entraîneurs qui avaient un BE1 ou un BE2. L'autre opportunité que j'ai eue, c'est que l'UCAP a déposé le bilan. Donc, il a fallu recréer un club sur Annecy. Et le club a décidé de me faire confiance pour recréer un club en repartant de zéro, en gardant un petit peu des coachs annexes autour de moi. Donc j'ai pu en fait, j'ai mis longtemps à partir d'Annecy parce que j'ai pu pendant 9 ans monter le club comme moi je voulais le monter en repartant de zéro avec les nouveaux dirigeants. Et ils m'ont donné l'opportunité de passer très vite le DE. Donc en fait, cette opportunité-là, enfin, ce dépôt de bilan
permis de passer mon DE. J'ai passé mon DE en 2016. Donc, tu vois, j'avais 24 ans, donc c'est hyper jeune. Et en fait, en 3 ans, je passais de pas de diplôme à obtenir un DE très rapidement. Donc, C'est cool c'est en pour ça plus. que j'ai mis à partir d'Annecy. En plus, on sait que maintenant, en plus, le DE, c'est quand même un diplôme qui est quand même assez compliqué à obtenir, mine de rien. Il faut avoir quand même connaissance, réseau et puis l'esprit de travail. Donc, du coup, effectivement, d'arriver très vite sur le DE, c'est quand même quelque chose de fort. Ouais. Ouais, après, la chance que j'ai, vraiment, cette opportunité-là, c'est qu'en fait, je passais mon temps, même quand j'entraînais pas, à être dans les gymnases. Je regardais tous les entraînements, je notais tout. Voilà, moi, la première personne qui m'a vraiment fait avancer dans le basket, c'est Philippe Ruvet. Alors, je sais pas si tout le monde connaît Philippe Ruvet, mais c'est quelqu'un qui a coaché longtemps en Pro B avec Maurienne, à Boulazac, à Poissy. C'est quelqu'un qui m'a donné envie d'entraîner. Il était capable de dégager quelque chose auprès de ses joueurs. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Et en fait, c'est devenu des amis. Philippe, c'est un ami, il était invité à mon mariage. Anthony Logereau, qui est un coach là, qui est sur la Suisse maintenant, pareil, qui a un BE2, qui est quelqu'un avec qui on s'est vraiment rapproché. Et en fait, tous ces gens-là, ils m'ont permis de passer un cap très vite. Et j'ai pas passé le DE avec l'IFRAM, donc sur notre secteur, je suis allé passer avec à l'élan Chalon. Je me rappelle plus exactement, c'est Formalpi Chalon exactement. Et en Mm. fait, pendant un an, bah, je me faisais les allers-retours à Annecy-Chalon et je me suis présenté en candidat libre à l'époque pour passer le DEFB à Paris. J'ai eu la chance d'obtenir tout du premier coup. Donc j'ai bossé, hein, forcément, ça a été une année hyper compliquée. Mais voilà, ouais, 24 ans avec mon DE en poche. Et là où ça aurait pu m'emmener vers, je pense, à d'autres histoires dans d'autres clubs, bah, j'ai fait ce choix qui était très personnel de rester longtemps dans le club que je décidais de monter. Donc, j'ai obtenu ouais, mon DA au bout de la troisième année. Je suis resté 6 ans dans un club où l'équipe qui était le plus haut, c'était bah, l'équipe R3 garçons. On a restructuré tout avec Philippe Rivet sur les jeunes. Et donc, ça a été très, très dur de partir de ce club-là parce que quand tu remontes un projet de zéro, bah, pas trop envie de partir. Ah, carrément, ouais, carrément. Tu parlais donc du coup de ces deux personnalités, mais est-ce que tu as eu des modèles dans ta vie, qui ça peut être sportif ou non, c'est-à-dire qui t'ont donné envie de vraiment entrer dans cette branche-là? Un vrai modèle, je vais pas t'en avoir. Après, un vrai mentor, Philippe a été un vrai mentor, Philippe Rivet. Euh, Après, il y a quelqu'un qui m'a lancé dans le coaching aujourd'hui, qui est ma collègue de travail, qui s'appelle Héloïse Etlin. C'est elle qui m'a rencontré en premier pour m'indiquer toutes les formations de cadre. Donc, on se connaissait d'avant. Donc, ouais, si à l'heure actuelle, j'entraîne et j'ai passé le diplôme, c'est grâce à Hello. Et puis, on va même aller un peu plus loin. Si à l'heure actuelle, j'ai la N2 de la Ravoir, c'est parce que Hello, à un moment donné, elle est venue me chercher à Annecy pour me donner les U15 élites à la Ravoir. Donc, c'est elle qui m'a fait revenir sur le bassin chambérien, moi qui suis originaire de Chambéry. Donc, c'est les deux personnes qui m'ont bien poussé dans ce métier-là. Après, autre que ça, moi, j'ai beaucoup aimé la pédagogie et ce qu'a mis en place Claude Nesta sur les équipes de France de hand. Je trouve que c'est qui a apporté quelque chose de vraiment différent sur le fait de manager des gens. Donc, j'essaie de m'en appuyer un maximum. Autre que ces trois personnes-là, à l'instant T, j'ai pas une personne qui se dégage, en fait, plus que ça. Ok. Non, mais c'est déjà pas mal que tu aies eu des mentors et des personnes qui t'ont permis d'avancer dans cette voie-là et qui aujourd'hui t'est amené certainement au poste de CT. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'est le poste de CT? Alors, l'intitulé exact, on est conseiller territorial. Donc notre but à nous, en fait, clairement, c'est de développer le basket sur le territoire et de le faire un peu plus performer. Ça va prendre plusieurs choses. Ça va être dans la formation de cadre, donc, où moi je suis en responsabilité. Ça va être de la formation de joueurs, ça va être de lancer des projets, de faire développer le mini-basket, de faire développer un peu la commission sportive. Après, la particularité de nos postes, c'est qu'en fait, chaque poste de CT est différent. Par exemple, nous en Isère, on est deux CT, donc moi et ma collègue Sandrine Maupin. On n'a pas du tout les mêmes intitulés de poste. Moi, je suis responsable de la formation de cadre. Elle est responsable de la formation du jeune joueur. Donc, on s'aide sur ces deux missions, mais notre mission principale, c'est celle-là. Mais si je te prends un petit peu sur notre secteur, mes collègues du 73, du 74, voire même du 2607, là, de la Tour d'Ardèche,
En fait, chaque poste, il est différent. Ma collègue Hélène en Haute-Savoie, elle va pas faire la même chose que ma collègue Hello en Savoie, elle va pas faire quelque chose que mon collègue Hakim en Dromardèche. On a tous en fait une fiche de poste, je pense, qui se ressemble mais qui est totalement différente quand même. C'est clair. Moi, j'ai eu alors, c'était pas encore, à l'époque, c'était pas encore conseiller territorial, c'était encore conseiller technique fédéral Ouais, je suis arrivé en Creuse. ouais, Et effectivement, on a tous on est dans la même idée, mais on a tous le poste un peu différent. Tu vois, moi, j'étais en charge du coup du développement des joueurs et de la formation de cadres. Et mon collègue Hugo, il était plus sur le développement du territoire. ok. Voilà, Ouais. donc tu vois, c'est vrai que chacun a sa petite subtilité. Justement, comment s'organise ton activité au quotidien du coup? Parce que tu dois quand même te partager entre ton poste de CT, ton poste d'entraîneur et peut-être aussi ta vie de famille, ta vie à toi personnelle, quoi. Ouais. Alors, si tu veux une semaine un petit peu basique, nous, le lundi et le mardi, dans la journée, on est au bureau à Grenoble, justement, faire un peu du suivi de nos joueurs en sélection, de planifier un petit peu nos stages, de lancer des projets avec nos élus, parce que nos élus sont là les lundis. On a en fait 2 jours vraiment où on est un peu plus dans l'administratif au comité. Le mercredi, on a la chance, nous, dans le 38, d'avoir TSF, donc Tremplin Sport Formation à Voiron, anciennement le Krebs. On a 2 créneaux d'entraînement tous les mercredis. Donc, on a nos jeunes sélectionnés, des sélections l'Isère qu'on entraîne toutes les semaines, une génération sur deux. Le jeudi, je suis souvent à distance en télétravail sur travail administratif. Ça peut être de la suivi des entraîneurs, ça peut être la suivi de projet. Ou alors, on a des réunions avec notre équipe technique départementale qu'on a lancée, voire même des ETA avec l'équipe technique régionale qui arrivent un peu moins souvent, à peu près une fois par trimestre. Le vendredi, je suis en journée off. Le samedi, bah, je tourne dans les gymnases pour voir les matchs. Et le dimanche, soit repos, soit formation d'entraîneur, formation de cadre là, que j'organise. Et en fait, le deal avec mes dirigeants, il a tout de suite été clair quand ils ont accepté que je prenne la N2. C'est mon activité nationale 2, la Ravarchal devait s'imbriquer dans mon activité comité d'Isère. Donc en fait, mes entraînements N2, je les ai mis bah, le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir pour qu'ils rentrent dans mon planning. Si par exemple j'ai un stage qui tombe en même temps qu'un match, la priorité elle est donnée au comité d'Isère. Pareil, je vais voir des matchs le samedi, j'essaie de m'organiser pour quand je suis à l'extérieur aller voir des matchs le matin. Voilà, j'ai tout embriqué mon planning pour que les deux aillent de pair. Mais s'il y a un choix à faire, la priorité, ça reste le comité d'Isère. Bon, je comprends, ouais, c'est l'activité principale, on va dire. Voilà. Voilà. Par rapport à ces deux postes, est-ce que tu es soumis à une grosse pression ou des montées d'adrénaline? Et si oui, comment est-ce que tu les gères? Alors ouais, forcément, on a un peu plus de pression sur les matchs de National 2 parce il y a un objectif sportif qui est immédiat. Sur le poste de CT, je trouve que c'est des choses qui sont un peu plus à des visions à moyen et long terme. Donc là, on a un peu moins de pression. Les seuls moments où sur le poste de CT, on a un peu de pression, c'est sur les événements type TIC, type SIC, donc les tournois intercomités ou le tournoi des étoiles, où on est un peu plus en pression. Ou alors lors d'événements qu'on organise. Par exemple, là, ce lundi, j'ai un colloque entraîneur, donc où j'ai un peu de pression, mais ça va pas être de la pression difficile à gérer en fait. C'est assez simple parce que les gens sont dans l'ensemble contents d'être là. Nous, on a juste à être avenant et sociable et c'est des choses qui se passent vite. Après, sur les matchs, moi, j'ai un rapport particulier avec la gestion du stress, tout simplement parce qu'en tant que joueur, que ça soit dans différents sports, je fais du foot, du tennis et un peu de basket. J'ai toujours été le joueur très performant à l'entraînement, mais pas performant en match. Euh, j'ai- j'avais pas de, J'arrivais pas à me transcender et à transformer ce stress, cette adrénaline en choses positives, ce qui est plus du tout le cas maintenant en tant que coach parce que j'ai un regard qui est un peu plus supérieur au jeu. Et du coup, en fait, bah, moi, je prône vachement la sophrologie. Parce que je suis hyper réceptif à ça, en fait. Donc, j'ai 2, 3 petits exercices de sophrologie que je transmets un petit peu à mes joueurs, 3 petits tips, tu vois. Là, on a eu le tournoi intercomité ce week-end. Et ben, avant le premier match, en fait, on met déjà des mots sur ce stress-là, parce je pense qu'il faut mettre des mots. Quand on entraîne des enfants de 12, 13 ans, c'est normal qu'elles soient stressées par ces événements-là. Donc, en fait, on le dit, vous avez le droit d'être stressé.
Maintenant, comment on gère ça? Et du coup, on fait un peu de sophro, des trucs très basiques, hein, avec des trucs de travail de respiration, etc. Mais déjà, mettre des mots dessus, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Ok. Comment tu organises du coup dans ton métier de CT la formation des entraîneurs? Il y a plusieurs niveaux, lesquels sont-ils et comment tu l'organises? Alors, nous, on suit simplement la politique fédérale, hein. Donc, au comité d'Isère, on a choisi d'être support des formations BF et de toutes les formations BF. Donc, on a trois types de formations par année. On a le brevet fédéral enfant, ça c'est la catégorie U7, U9, U11. On a le brevet fédéral jeune, c'est la catégorie U13, U15, U17. Et le brevet fédéral adulte, donc U20 et senior. On fait une session par an, en fait, qui s'articule autour de deux secteurs, le secteur un peu plus grenoblois, le secteur un peu plus centre-Isère, où on suit la formation fédérale, enfin, ce que veut de nous la fédération, donc avec 3 journées de présentiel plus du travail en distanciel. Et puis après, on essaye, quand on passe dans les gymnases, d'échanger avec les gens, en fait. En fait, la base de la formation, c'est de l'échange. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on a créé donc une équipe technique départementale. On s'appuie beaucoup sur les salariés de club pour faire la formation interne dans les clubs et dans les clubs environnement. Donc ça commence à prendre doucement. On a créé un référentiel de ce que nous on veut en Isère, qu'est-ce qu'on prône en Isère. On a commencé à mettre en place des petites vidéos de 4-5 minutes avec beaucoup de détails techniques sur ce qu'on attend sur les fondamentaux. Et on met à disposition sur le site internet du club toutes nos séances de comité de l'Isère, de sélection du comité de l'Isère. Donc en fait, chaque mercredi, tous les entraîneurs qui le veulent peuvent avoir accès à nos séances pour voir ce que nous on travaille et faire un va-et-vient entre le club et les sélections. Ok, ok, top, top, top. Et du coup, on parle des entraîneurs, mais comment est-ce que tu gères la formation des joueurs? Donc, du coup, tu parlais d'un référentiel, comment vous l'avez construit? Et puis, quelles sont vos attentes, on va dire à la base, sur ce référentiel ou ces référentiels-là? Alors, on a construit en fait en mettant des grands intitulés. Je vais te dire les choses très bêtes, hein. Qu'est-ce qu'on attend sur une défense sur un porteur de balle? Qu'est-ce qu'on attend sur une défense sur un non-porteur de balle? Qu'est-ce qu'on attend sur le jeu de relance? Qu'est-ce qu'on attend dans les fondamentaux dans le tir? Et en fait, on l'a décliné par catégorie. Donc, on a fait un référentiel U7, un référentiel U9, un référentiel U11, un référentiel U13, etc., etc., qu'on a mis pareil à disposition sur le site internet du comité. Et on l'a fait en commun avec notre équipe technique, donc avec des salariés de club. Donc, il a fallu se mettre d'accord. Hein, c'est pas toujours évident. Par exemple, je te Oh. prends un truc simple. Qu'est-ce qu'on préconise sur le jeu de relance? Ben, il y en a qui étaient sur la passe, il y en a d'autres qui étaient sur le dribble pour franchir qui amène une passe. Il a fallu se mettre d'accord. Ça n'a pas été forcément évident. Par contre, là où il y a une évidence, c'est c'est dans qu'est-ce qu'on recherche sur l'Isère en priorité. Et l'intensité est revenue très vite, l'envie de défendre est revenue très vite, l'envie d'attaquer l'attaquant est revenue très vite. Donc imposer quelque chose. Et en fait, toi, tu l'as connu en tant que coach des sélections de Romardèche. Moi, je l'ai connu en tant que coach sélection de Haute-Savoie. En fait, chaque année, tu arrives contre ces sélections-là et tu sais que ça va être dur parce qu'ils vont défendre haut, ils vont défendre fort. Et en fait, tous les clubs travaillent dans cette idée-là, en fait. Donc, c'est la chance qu'on a. C'est la chance qu'on a sur ce référentiel, c'est qu'il a été monté avec les clubs et qu'en fait, c'est des choses qui se font déjà. Ça va plus être adressé, toi. Il y a quelqu'un qui arrive sur le comité de l'Isère, dans une petite structure, il peut avoir notre base quand même. Après, il va falloir qu'on crée l'échange qu'on accompagne, mais il aura déjà notre base de ce que nous, on attend. C'est clair que la sélection iséroise a été toujours compliquée Mm. à jouer quand on les a rencontrés, ouais, avec moi la Dromardèche, toi la Savoie-Haute-Savoie, et c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine identité qui se dégage en tout cas de ce comité. Euh, quel regard tu portes sur les fondamentaux? Alors les fondamentaux individuels, est-ce que comment vous répartissez le truc plutôt plus sur l'attaque, plutôt plus sur la défense? Comment tu amènes ça? Ou vous amenez ça d'ailleurs? Alors, si tu veux, par exemple, notre travail sur les sélections, comment on organise nos fondamentaux sur les sélections, par exemple. Sur les sélections par exemple, ouais. Ouais. Alors, on a des grands cycles de travail où on va aller en complément de ce que font les clubs. Donc, nous, on a un gros cycle de travail qui va on les récupère en U11, deuxième année, on commence en U11, nous, les sélections.
On arrive de février, pour moi, de février à avril, on est sur un gros travail de tout ce qui est fondamentaux techniques, parce qu'on voit qu'il y a, eh ben, il y a des choses qui sont plus compliquées qu'avant, alors que ça s'explique par différents facteurs. Je pense qu'on les bosse moins bien parce que les meilleurs entraîneurs, ils sont plus sur ces catégories-là. Parce qu'avec les chartes des entraîneurs, etc., bah, il faut des entraîneurs en senior, en U18, en U18, en U20, etc., en U21, pardon. Donc, nous, on a un gros boulot à faire qu'on n'avait pas à faire avant. Et la deuxième chose aussi qui va, c'est qu'en fait, même si les clubs, ils le bossent bien, eh ben, c'est qu'au niveau moteur, les enfants, ils sont plus en retard qu'avant. Donc, en fait, maîtriser un engagé ou un effacé, avant, ça prenait pas longtemps. Maîtrise du pied de queue, etc. Maintenant, l'enfant, il faut déjà qu'il sache courir, qu'il sache maîtriser ses pieds, qu'il sache sauter. Et ça, bah, ça nous prend du temps. Et c'est la nouvelle génération qui est beaucoup sur les écrans, qui fait moins de sport peut-être à l'école, ou en tout cas du sport où il bouge moins. Et puis, bah, nous, en tant qu'entraîneurs de basket, on doit s'adapter. Donc, on fait énormément de motricité, on fait énormément de fondamentaux jusqu'en avril. Après, de avril je veux dire, à octobre, on a un deuxième cycle de travail qui est beaucoup sur le jeu de relance, sur là, je suis en plein dedans. Jeu de relance, jeu de surnombre. Et c'est après ces deux premiers cycles qu'on va commencer réellement à parler de défense. Euh, mais je vais te dire que dans notre cycle de jeu rapide, on commence déjà à parler parce qu'on met des points de bonus, on insiste sur la communication, etc. Donc en fait, les enfants, s'ils veulent être valorisés sur la sélection, ils sont obligés de défendre. Ils sont obligés de défendre parce qu'à tout moment, le barème de points fait que bah, si tu défends pas, tu gagnes pas les manches. Même si on travaille le jeu de relance offensive, on essaie de vraiment mettre en avant l'envie de tu vois, j'avais encore entraînement hier. Il y a une gosse qui, dès qu'il y a un ballon qui roule par terre, elle se jette par terre. Bah, c'est celle que j'ai décidé de mettre en avant pendant tout l'entraînement. Et bah, bizarrement, 5 minutes après, j'ai trois gosses de plus qui se sont jetés par terre. Donc, je les ai mis en avant. Et en fait, une fois que tu arrives à toucher une, deux, trois, quatre personnes, le groupe, il y va parce qu'il est obligé d'y aller. Parce que nous, la chance qu'on a, mais c'est une vraie chance, hein, c'est qu'en sélection, si les enfants ils font pas ce qu'on veut, eh ben ils savent qu'au bout, bah, ils peuvent être supprimés de la sélection. Toi, coach de club, si ton enfant en club il fait pas ce qu'il veut, alors tu peux l'envoyer en équipe 2. Mais il reste quand même dans ton club et tu dois le faire avancer. Nous, ils ont cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait qu'ils sont obligés d'être intenses dans les entraînements. C'est clair. C'est clair. Justement, donc tu parlais de la gestion sélection avec les mercredis où tu peux intervenir. Vous avez des stages, comment vous les organisez? Est-ce que vous faites une semaine complète? Je veux dire, peut-être une seule génération, peut-être plusieurs générations. Et par rapport au potentiel, déjà, quelle est la notion enfin, qu'est-ce que ça veut dire potentiel et comment tu le discernes? Alors déjà pour les stages, ouais, on a un stage par vacances scolaires. Généralement, c'est des stages de 2 jours, donc avec une nuitée. C'est quand même des enfants où voilà, tu vois, on les a en U11. Bah, le premier stage d'avril avec nos 30 U11, il est compliqué. Il y en a beaucoup qui ont jamais dormi loin de chez eux, par exemple, donc, ou pas dans leur famille. Donc on décide de faire des stages de 2 jours. Donc souvent, par exemple, on fait lundi, mardi une génération et mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi l'autre génération. Ça prend une semaine des vacances scolaires. Aussi, comme ça, enfin, ça permet aussi au club, s'ils ont besoin de les entraîner sur la deuxième semaine, bah, ils savent en fait en sélection sur la première semaine, en club sur la deuxième. Donc, comme ça, on est tranquille là-dessus. Et ta deuxième question, c'était comment comment, si je me reprends, Euh, qu'est-ce que c'est la notion de potentiel ouais, et comment on peut les découvrir et ensuite comment on les accompagne et quelle place on laisse à l'échec. alors la part de place à l'échec, je commençais par ça, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme parce qu'on est en train d'essayer de juger des enfants qui vont être avec un potentiel à 5, 6, 7, 8 ans. Alors, autant en filles, le développement, souvent sur des U12, U13, il est un peu avancé. Sur les garçons, le développement physique, il n'est pas du tout le même. Donc, il y a une part d'échec qui est importante. Après, il y a plusieurs types de potentiel. Il y a le potentiel taille qui est le plus évident parce qu'on a des choses qui nous permettent voilà, on a des calculs avec les dates de naissance, on a la pilosité, on a la pomme d'Adam qui nous permet de savoir très vite si un enfant il va être grand ou pas. Il y a la potentialité vitesse qui est aussi très facile à voir. Il y a la potentialité d'adresse qui est déjà un peu plus compliquée à voir, même si on voit qu'un enfant l'a dû toucher. Et il y a la potentialité
aisance qui va rentrer un peu dedans. Et il y a une potentialité mentale qui est très compliquée à trouver. Euh, il y a des enfants, en fait, qui ont un leadership naturel, mais qui l'ont pas à cet âge-là. Alors, j'étais pas sur la sélection de l'Isère quand elle est passée, mais par exemple, c'était la Cola qui est en, en Ligue féminine maintenant. Elle avait un leadership naturel qui arrivait très vite, en fait. Ouais, c'est Et clair, quand on l'a joué, c'était clair, c'était établi. Ouais. Elle avait cette façon, cette faculté, tu vois, à être leader dans l'âme. c'est ça. Et en fait, ça, c'est dur à trouver. Après, comment on les accompagne? Bah, on les entraîne déjà tous les 15 jours. Et ça nous permet de voir leur évolution. Et en fait, du coup, nous, on se laisse du temps que les enfants ils fassent pas mal d'erreurs parce que bah, on a 2 ans de travail. 2 ans de travail, on les voit tous les 15 jours. Là, je crois que j'ai regardé, c'était 15, si je te dis pas de bêtises, 45 séances à peu près, 45 ou 50 séances qu'on a avec eux. Donc, c'est vraiment énorme. Et puis après, bah, les enfants qui sont, bah, en fait, dans une génération de comités, t'as pas 15 000 potentiels. Toi, tu l'as connu, vraiment des potentiels très haut niveau. Ah, si tu arrives à en avoir un ou deux, trois max par génération, c'est énorme. Des joueurs talentueux, vraiment talentueux, pareil, si on a un ou deux par génération, c'est énorme. Donc en fait, dans ta sélection, tu vas avoir des joueurs qui ne seront pas forcément des potentiels haut niveau, qui vont avoir des potentiels pour être des bons joueurs de national ou ou de championnats régionaux. Mhm. Mais c'est des joueurs en fait qui méritent d'être là par une exemplarité, par un investissement. Et c'est ça aussi que nous on récompense. Et vu qu'on reste assez longtemps à 20 joueurs, 20-25 joueurs, en fait tes potentiels ils sont ils sont recouverts aussi avec d'autres joueurs qui sont plus prêts à jouer, mais qui permettent à tes potentiels d'avancer quand même parce qu'ils créent de Ouais. l'opposition à l'entraînement, etc. Donc voilà. Après, dénicher un potentiel quand tu vas aller dans un gymnase, les potentiels les plus évidents, il y a tout le monde qui va les trouver. Toi, demain, je te mets dans n'importe quel gymnase d'Isère, le gosse un peu long, longiligne, qui a un peu de la latéralité, etc., tu vas le voir très vite. Il y a d'autres potentiels, il faut creuser un petit peu. Et là, on compte beaucoup sur les clubs. On a pas mal d'échanges avec les entraîneurs salariés. Donc ça, c'est ma collègue Sandrine qui gère beaucoup parce que ça fait 25 ans qu'elle est SCT, mais elle s'est créé un réseau d'entraîneurs qui lui permettent de ne pas passer à côté de gosses. Et on passe très peu à côté de gamins sur la sélection. Et justement, comment vous arrivez à allier le côté développement des potentiels et la volonté de remporter les tournois? Parce que, parce que moi, j'ai quelque chose de très marquant quand j'ai fait ces sélections. Alors moi, je suis pas originaire de Dromardèche, donc du coup, j'avais pas ce côté, on va dire, étiquette, tu vois, vraiment le cœur qui bat pour la Dromardèche, même si petit à petit, tu commences à t'y mettre un petit peu. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait les TIC ou les tournois ou même le TDE, les coachs qui venaient avec leur sélection, c'était la fierté, tu vois, de la nation, quoi. Et Ouais. donc, du coup, comment est-ce on allie le côté développement des potentiels, arriver à permettre aux joueurs qui sont peut-être déjà un peu plus aguerris d'aider les copains potentiels et de vouloir remporter les tournois? Et ben en fait, il faut que ta priorité, ça reste quand même le potentiel. Et pour ça, en fait, de ce que tu as connu toi, il y a eu beaucoup de changements sur la ligue. Avant, on avait un tournoi intercomité qui se faisait en 3 jours, où on faisait un match Mm, tous les soirs. mm, Maintenant, on a totalement occulté ça. Donc, tu vois, le TIC qui a eu lieu bah, là pendant les vacances de Toussaint, on fait un premier jour de TIC. Où, cette année, tout le monde a joué tout le monde, mais autrement, nous, l'année dernière, on jouait que 2 matchs, demi-finale, finale. Et en fait, une fois le premier jour terminé, je passais directement dans un camp intercomité où les enfants, ils étaient plus Isère, ils étaient plus de Romardé, ils étaient plus Savoie, ils étaient plus Haute-Savoie. Ils sont mélangés, ils s'entraînent ensemble avec un entraîneur qui n'est pas forcément le leur. Donc en fait, le côté détection sur cette action-là, elle a pris tout son sens parce que oui, il y a un tic, mais le plus important, c'est le cycle qui va après. Et nous, en Isère, on y va toujours à 13, voire 14. Donc en fait, dans ton 13 et 14, tu peux amener tous tes potentiels, même ceux à maturité tardive, parce que tu sais qu'ils vont s'entraîner sur le camp après. Après, nous, on a la chance d'avoir un gros réservoir, donc souvent, on est quand même dans les équipes qui dominent, malgré le fait qu'on prenne des potentiels. Mais la priorité, c'est quand même de sortir des profils pour le pôle sport. Et nos élus, je pense qu'ils comprennent que bah, si nous, on fait bien notre travail avec les enfants, ils jouent bien ensemble, mais même si on ne gagne pas, moi, ça a été le cas depuis 2 ans. Hein. J'ai fait une fois cinquième au temps des étoiles et une fois sixième, non, 2 fois sixième, pardon. Et ben en fait, les enfants, ils jouaient bien au basket. Donc en fait, on était moins fort que les autres. On était conscient. Hein. Moi, sur la génération 2011, de la Dromardèche, une génération exceptionnelle, à savoir que c'est une génération exceptionnelle. On ne pouvait pas faire mieux. Là, mes élus, ils m'ont jamais dit, oh, Alexandre, t'as pas gagné le TIC. Alexandre, t'as pas gagné T2. Ils m'ont dit, Alexandre, les enfants, ils ont progressé.
t'as sorti tout ce que tu pouvais de potentiel, bah, le job, il est fait, quoi. Après, toi, en tant que coach, forcément, quand tu arrives au T2, tu as envie de gagner, tu pas envie de passer à côté. Et le T2 est vraiment une action à part du PPF, du plan de performance fédéral, parce que c'est un tournoi qui n'existe pas. Donc nous, c'est vraiment ce tournoi-là qu'on joue pour gagner. Autant le TIC, si qu'on joue pour développer, à partir du TDE, on amène les joueurs qui peuvent nous aider à gagner. Et mais en même temps, tes potentiels, normalement, ils doivent t'aider à gagner quand même. Un potentiel taille, il doit t'aider à gagner. Ok. Écoute, quels exercices, ou en tout cas, est-ce que tu as un exercice qui te vient en tête et que tu aimes peut-être faire et refaire pour travailler les basiques, pour travailler les fondamentaux? Alors, on va être plutôt sur les fondamentaux de tir. Si on peut aider les auditeurs qui nous regardent, enfin qui nous regarderont, si tu peux leur donner une petite clé, tu vois, un petit exercice sur les finitions de tir. Sur les finitions de tir, alors en exercice type, j'en ai pas. Après, si tu veux, je peux donner tous les détails que moi je bosse et ce qui me semble important sur les fondamentaux. Carrément. Euh, alors déjà, il y a une chose qui est hyper importante sur tout ce qui est finition de tir. On parle bien de tir en course, on est d'accord? Tir en course, ouais, tir en course. Tout ce qui est tir en course, c'est que bah, il y a un devoir de verticalité sur le dernier appui qui est ultra important. Donc voilà, avec une coordination entre la montée du... Alors moi, je dis pas la montée du genou, je vais dire la montée du pied et la montée du coude. Pourquoi je parle pas du genou? Parce que l'enfant, il peut tricher. Si on monte le genou, en fait, il peut avoir le pied qui reste coincé sous les fesses. Donc je parle toujours de montée du pied. Et en fait, on oblige les enfants à avoir ce besoin de verticalité en demandant le détail qui est très simple, c'est que nous, sur toutes les finitions, on veut que la balle, elle soit attrapée à l'épaule. Donc, surtout le dernier dribble, là, ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le pied-balle, là, sur le dernier dribble fort, ils doivent l'attraper en dessous du genou et doivent le mettre à l'épaule. Et le fait de mettre la balle à l'épaule, tu vas pas avoir cette recherche de force avec ce balancier là qui est un peu tout pourri, avec ce geste de haut en bas qui est un peu tout pourri. D'ici, ils vont être obligés de mettre de la vitesse et de la hauteur sur le dernier appui. Alors après, il faut être capable d'être sur du push-up, hein, sur tir poussé ou push-up, et de casser le point sur les plus simples. C'est vrai, il faut être capable de retourner la main et de la monter. Mais en mettant la balle à l'épaule, tu enlèves plein de défauts qu'on a chez nos jeunes. Ok, Après, intéressant. l'autre détail que je veux dire sur le bas du corps, c'est moi, j'insiste beaucoup sur le travail de la plante de pied. Au niveau moteur, là, l'utilisation de la plante de pied pour gagner de la vitesse, elle est ultra importante. Et l'enfant qui arrive déjà pas à appuyer sur son doigt, sur ses doigts de pied, sa plante de pied, il peut pas faire un tir en course. Ok, par rapport à ces fondamentaux, justement, quel est ton regard sur le un contre zéro? Est-ce que pour toi, le un contre zéro existe? Est-ce que pour toi, le un contre zéro n'existe pas? C'est une question qui est pas forcément évidente à répondre, mais en tout cas, on a tous un peu un avis là-dessus. Voilà, donc j'aimerais bien avoir le tien. Eh ben, écoute, le 1 contre 0, pour moi, il existe, mais il n'existe pas sans vitesse. C'est-à-dire que pour moi, on peut faire plein de travail 1 contre 0, mais si on le fait à une vitesse à 2 à l'heure, il ne sert à rien. Et mais dans tout, hein, que ce soit sur du travail de tir en course, travail de tir par exemple, s'entraîner à tirer, c'est très bien. S'entraîner à tirer en prenant le temps d'attraper la balle, de poser ses pieds, ça n'existe pas. Donc en fait, il faut mettre de la vitesse. Et je préfère un enfant à 1 contre 0 qui va vite au départ, mais qui fait pas bien le travail technique, qu'un enfant à 1 contre 0 qui s'applique, qui est beau à voir, c'est nickel, c'est très beau techniquement, mais qui va à 2 à l'heure. Et donc, il existe le 1 contre 0, mais par contre, on va devoir très vite arriver à de l'opposition, même si elle est très raisonnée. Ça peut être du 1 contre 0, mais avec du temps, par exemple, pour finir un tir en course. Ça peut être du 1 contre 0 avec de la compétition avec un enfant qui va faire un tir à l'opposé de moi, mais je dois marquer avant lui. Ça reste de l'opposition. Ça peut être du 1 contre 0 avec un... Alors là, on va être plus sur du 1 contre 1, mais du 1 contre 1 avec un défenseur qui a le ballon dans les mains, par exemple. Ça reste une défense raisonnée ou qui n'a pas le droit de toucher, mais qui est là pour juste bah, nous obliger à avancer l'épaule, à franchir. Donc, il existe, mais pas sans vitesse. La vitesse, c'est obligatoire. Et à partir de quand, justement, tu commences à amener l'opposition? Et ben, à partir du moment où le travail technique, il est à peu près bien fait, en fait. À partir du moment où toi, sur un tir en course, pour moi, à partir du moment où l'enfant, il est capable de faire les deux appuis, il fait pas de marché, il est dans la règle du basket, je le mets dans l'opposition, directement. Ok. Comment est-ce que tu gères les groupes? Parce que du coup, comme tu as les deux casquettes, tu as la casquette du formateur et la casquette de l'entraîneur qui doit performer, hein.
Ouais. puisque t'es sur un niveau de pratique qui commence à être quand même assez sympa, mine de rien. C'est le cinquième niveau français. Donc, mine de rien, c'est Quatrième, quand même fort. quatrième, quatrième niveau français. Ouais. Quatrième, et ouais, quatrième même. Eh oui, 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 quatrième même, quatrième même. Donc, encore mieux, tu vois, encore plus le devoir de performer. Tu vois, alors comment est-ce que tu gères tes deux groupes? Comment est-ce que tu fais pour gérer les groupes et quelles clés tu utilises, on va dire, toi en tant qu'entraîneur? Alors sur les sélections, on a un gros boulot parce qu'en fait, on doit dédramatiser le fait de se faire enlever de la sélection. Ça, c'est ultra important. Donc, ça passe par beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions off avec les joueuses. On essaie de les préparer au cas où elles vont arrêter la sélection, que c'est pas une fin en soi. Et en fait, on essaie d'être très pédagogue avec elles. Moi, ces moments, par exemple, qui sont pas faciles. Quand j'ai réduit mon groupe de 20 à 13, cette année, j'en avais 15 qui pleuraient dans le gymnase, que celles qui restaient, elles pleuraient parce qu'il y a leurs copines qui partaient. Ça, c'est des moments qui sont pas évidents. Donc, on essaye d'y mettre des pincettes et d'être énormément dans l'échange. Avant l'entraînement, après l'entraînement, même dans les moments off au stage, on fait beaucoup de causeries où on échange un maximum avec les gens. Après, et je veux faire le lien avec la N2, on essaye de beaucoup responsabiliser les joueuses et moi en N2 les joueurs quand même. Et tout à l'heure, je te parlais de Claude Onesta. Pour moi, Claude Onesta, il a apporté quelque chose de vraiment différent là-dedans, dans le sens, pour qu'un joueur il soit performant, il faut il se sente responsabilisé. Et sur ces dernières années en équipe de France, même tu vois, il y avait des temps morts, il parlait presque pas. C'est des joueurs en fait qui avaient pris le lead. Alors, faut être capable de le contrôler et de le gérer. Mais moi, tu vois, en National 2, les joueurs, des fois, sur des choix défensifs, je leur demande leur avis. Alors, pas à tous. Par exemple, au capitaine, à un de mes meneurs qui est un joueur majeur, ou à un joueur qui a de l'expérience. Je leur propose plusieurs solutions. Je dis, bah, qu'est-ce que vous pensez qui va être le plus à même de marcher? Et en sélection, on essaie de faire pareil. En fait, de leur faire comprendre qu'il y a, dans les entraînements, il y a une notion de liberté, pas tout le temps, mais que c'est eux qui sont partie prenante de leur projet. Et si tu arrives à avoir ça, et ben après, l'enfant, le jeune ou l'adulte, tu l'emmènes où tu veux avec toi. Mais si on est que on est dans une nouvelle génération où tu peux pas imposer, on n'est pas le chef et eux, c'est des travailleurs, ça n'existe plus. Maintenant, il faut être le manager avec son équipe et pour que l'équipe elle avance, et ben, faut créer de l'échange, faut être ouvert et il faut leur donner un peu de liberté parce que malheureusement sur le terrain, t'as beau préparer toute la semaine correctement, si sur le terrain ils ont pas envie, bah ils ont pas envie. Donc, T'es c'est à eux hyper d'être dépendant des responsables. joueurs. Donc T'es voilà hyper comment moi dépendant. je fonctionne. Et justement, je t'ai pas demandé, mais t'as des adjoints? En National 2, Ouais, et puis sur et même moi sur j'en ai sélection? deux. Et sur la N2, oui, j'ai Guillaume Champon qui est mon adjoint depuis 3 ans. Ouais. Et sur les sélections, t'as gardé le même mode que Mike et Sandrine faisaient. Et je crois que c'était des jeunes entraîneurs qu'ils amenaient. Ouais, on essaye toujours d'avoir deux assistants, souvent un plus jeune pour le former et un peu plus aguerri. Donc ouais, on a gardé le même fonctionnement. Moi, alors, de par mon parcours, j'ai énormément de mal à déléguer. Mais justement, la sélection m'a fait du bien parce que je me force à déléguer. Et puis, je leur laisse de la place. En fait, j'ai vécu, alors j'ai beaucoup appris avec l'ancien entraîneur national 2, qui s'appelait Jeff Salerno. Euh, mais j'étais un assistant. J'étais vraiment un assistant qui était là, qui avait le ballon sous le bras, qui faisait pas grand-chose. Mais j'ai beaucoup appris avec lui. Mais il y a des moments où c'était frustrant. Donc, en fait, j'ai connu ce côté d'être assistant et de rien faire. Ben, moi, je veux plus que mes assistants ils fassent ça. Donc, j'essaie de leur donner pareil, un petit peu de liberté de temps en temps. Donc, on essaie de leur donner les échauffements, la partie de tir, un peu de travail de défense, des séquences d'entraînement. Et surtout, ils ont le droit d'intervenir n'importe quand ils veulent dans l'entraînement. Ils ont le droit, comme un entraîneur, de venir dire, bah, attends, toi, t'as pas mal fait ça, etc. Tant que dans le même sens que moi, coach, il n'y a pas de souci. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais on essaie de laisser de la place. Ok, ok, c'est cool. C'est cool, justement. Et à la Ravord, du coup, tu fonctionnes comment avec ton bras droit? Et ben, en fait, alors déjà, il a un vrai boulot sur la vidéo, sur le scouting. Alors, on se partage à moitié le scouting vidéo chaque semaine, mais c'est lui qui fait les montages, donc ça prend du temps. Donc, déjà, Ouais, bah, carrément, ouais. il décharge de ça. Cette année, je le mets un peu plus sur le terrain, donc il est en responsabilité le lundi du travail par poste pour échauffer les mecs, donc un tiers de la séance.
Le mardi, il est en responsabilité de tout ce qui est jeu de relance ou de l'échauffement, enfin, une partie sur le jeu de relance. Et le vendredi, c'est lui qui est responsable, parce que moi, je ne suis pas là, donc c'est lui qui est responsable du travail individuel avec les gars. Donc, en fait, le lundi, mardi, il a une partie d'entraînement. Le jeudi, il est un peu plus sur des retours individuels des joueurs et un peu plus en retrait. Et le vendredi, par contre, c'est lui qui a la séance de A à Z. Ok, ok, top. Euh, Est-ce que tu retrouves des similitudes entre tes joueurs de N2 et tes jeunes joueurs de sélection? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qui sont, alors pas identiques forcément, parce que déjà, en termes de segments, d'intensité et de niveau, normalement, Il y a des différences, ouais. tes joueurs N2, ils ne sont pas censés avoir le même niveau que tes joueurs de sélection ou tes joueurs de sélection, mais est-ce qu'il y a des similitudes dans le jeu? Et surtout, toi, est-ce que tu amènes tes équipes à jouer de la même manière? Alors, de la même manière, pas forcément, mais il y a des vraies similitudes, hein. Il y a des vraies similitudes sur la rigueur, par exemple, sur le respect des espaces. Mais à tout âge. À tout âge, il faut bosser en fait des choses très simples. Et que ce soit de la N2, de la Pro A, de la NBA, enfin NBA, je mets un peu à part, mais de l'Euroleague, en fait, les joueurs, ils font la même chose en plus vite et plus rapide. En fait, ils font la même chose, ils ont les mêmes défauts, ils ont les mêmes qualités. Et tu te rends compte que ça soit en jeune ou en senior, si tu prépares pas bien les choses, si tu répètes pas bien les choses, bah, une fois que le match est lancé, que le possession est lancé, ça part un peu tout dans n'importe quoi. Donc, ouais, dans le respect des espaces, j'y mets la même rigueur. Parce que pour moi, c'est la base. Si on n'est pas dans les espaces, on peut pas jouer. Donc, j'y mets la même rigueur. Après, tu vois qu'il y en a qui sont capables de switcher très vite dans une consigne. En fait, il y en a, tu mets la consigne une fois, c'est acté. Il y en a d'autres, la consigne, qu'ils soient jeunes ou seniors, il faut la répéter 25 fois pour qu'elle soit faite. Et ça, c'est, c'est la même gestion. Donc, faut mettre de l'humain, faut y aller avec du tact un petit peu, mais il faut avoir, en fait, j'essaye d'avoir la même exigence sur la N2 et les sélections, mais je suis plus pédagogue quand même sur les sélections parce qu'ils sont plus jeunes. Mais on essaie d'avoir la même exigence, tu vois, dans l'intensité, dans les espaces, c'est les deux choses principales pour moi. Dans le fait de dribbler pour franchir et pas de dribbler sur place. Pour moi, ces trois fondamentaux-là, donc intensité, espace et limiter les nombres de dribbles, à tout âge, à tout niveau, ça doit être enfin, c'est mes trois bases. Ok. Tu arrives à trouver un peu de temps pour toi dans tout ce travail? Parce que la vidéo, le travail individuel, les déplacements N2, les stages, le travail forcément de CT qui est vaste, tu arrives quand même à trouver un peu de temps pour toi et, et avoir de la pêche toute l'année? Eh ben, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Après, bah, je me suis marié il y a quelques temps, donc j'ai la chance d'avoir une compagne qui accepte que je sois pas là tout le temps. J'ai une compagne qui accepte de passer des week-ends toute seule, donc bah, déjà merci à elle parce que sans elle, bah, j'aurais pas de vie de famille. Et en fait, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Je t'ai dit que j'avais fait le choix de rester 9 ans à Annecy. Bah, j'ai fait le choix de rester sur le bassin chambérien parce que ma famille est du bassin chambérien. Et je fais le choix de fonder une famille ici et je ne partirai pas du bassin chambérien. Enfin, je ne partirai pas de la région parce que je veux une vie de famille. Et c'est pas toujours évident. Des fois, bah, quand tu as un événement familial le samedi ou le dimanche et que toi, tu as match, bah, des fois, c'est un peu embêtant. Tu as un peu de rancœur à pas y aller, mais ça fait partie du boulot. Et en même temps, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on fait un métier qui on vit de notre passion. Donc, toi, j'ai eu beaucoup d'articles des footballeurs professionnels qui se plaignent un petit peu de l'enchaînement des matchs. Ils ont le même discours que moi. Ils disent on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on fait un métier agréable, mais en même temps, on a le droit un peu de se plaindre parce qu'il y a des concessions que les gens ne se rendent pas compte. Et bah, ça se trouve, je pense que quand tu as eu l'interview avec Marie-Ève, elle a dû t'en parler un petit peu. Moi, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de ne pas partir loin. J'ai eu des opportunités de partir loin, je les ai toutes refusées. Et, euh, et voilà, dès que j'ai un moment libre, je m'organise pour que la famille, elle passe en priorité. Elle le disait, Marie, justement, qu'elle avait plus l'habitude. En fait, disons que l'année et demie avant les jeux, justement, ça lui a cassé la routine et elle a apprécié parce qu'en fait, elle a retrouvé la notion de week-end. Elle a retrouvé la possibilité d'aller un peu où elle voulait quand elle voulait. Donc, ouais, elle a vraiment eu ce côté ouais, où elle pouvait vraiment gérer son emploi du temps comme elle le souhaitait
sans être prise par les échéances qui arrivaient dans les situations de club qu'on a tous à vivre quand on s'engage là-dessus, tu vois. Donc ouais, elle le disait. Elle le disait très clairement. Mais encore une fois, comme elle a dit, elle aime tellement ce sport qu'elle donnera le maximum tout le temps et qu'elle va faire certains sacrifices qu'elle regrettera pas parce qu'elle fait tout à 100 à l'heure. Donc elle Mm. le regrettera pas. Mais effectivement, quand tu as ce petit repas de famille, entre guillemets, le dimanche midi, et que tu joues en même temps avec tes joueurs ou tes joueuses, ouais, des fois tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Et ouais, ça le vaut quand même, hein. Ouais, ça le vaut. Après, c'est plus facile quand. Alors, moi, mon métier de CT, je l'adore parce qu'en plus, il est hyper compatible avec une vie de famille. Mon, mon, mon métier annexe de coach de N2, ah, c'est plus facile quand tu gagnes quand même. Quand tu rentres à la maison et que tu as perdu, que tu as pris une doudoune, et ben, tu dis, ouais, vraiment, pourquoi j'y perds un temps fou alors qu'en final, ça m'apporte des prises de tête parce que qu'est-ce qu'on a mal fait. Quand tu gagnes, à la maison, c'est Tant un peu mieux, plus ouais. simple. C'est un Mhm. peu plus simple. C'est clair. Quel est ton plus beau souvenir sportif, justement? Alors peut-être en tant qu'entraîneur ou peut-être même en tant que joueur de foot, peut-être même. Ouais. Tu as eu, Ah, j'étais pas remonté jusque-là parce que je pensais que cette question, tu allais me la poser, donc je l'avais un peu anticipé, mais j'étais pas remonté jusque joueur de foot. Alors, est-ce que tu veux peut-être que j'aime la lumière parce que je commence à être sombre, non? Ou ça passe. comme tu le sens, moi je te vois bien. Après si c'était bien comme ça. Euh, en tant que footeux, j'ai rien qui me revient vraiment en tête parce que en fait, je l'ai pas oublié, mais c'est une partie de ma vie que j'ai adorée. Mais en fait, toi, demain, tu me demandes d'aller faire un foot ou un basket, je vais te dire d'aller faire un basket. En fait, le foot, c'est plus pour aller avec les copains. C'était une compète, hein, où je jouais à un niveau régional, mais en fait, c'était plus pour aller avec les copains. Donc, j'ai pas trop d'événements. Par contre, au basket, j'en ai deux assez récents qui me viennent, parce que c'est des événements forts, en fait, et c'est des potentielles déceptions qui t'amènent à des joies immenses. Et moi, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est ceux-là. C'est des moments où tu penses que bah, c'est fini, puis en fait, non. Il y a un match, alors ça doit dater de 5 ans, dans 4 ans. J'avais les U15 élites à la Ravoir-Châle avec une super génération de joueurs qui sont sortis, qui sont presque au niveau pro à l'heure actuelle. Tu vois, il y a Adam Atamna qui est en N1 à Lyonceau, qui doit avoir 17 ans, c'est un 2007, donc oui, il a 17 ans. Sacré joueur, ouais. Ouais, sacré joueur, Juan Ekanga qui est au centre de formation de la JL, Ryan Soli qui est aux US. Voilà, j'ai eu des sacrés joueurs à la revoir. Et en fait, ce jour-là, on joue Tintournon, emmené par Meissa Faye qui est au Pôle France, Ah ouais, Maxence Lemoine et Strasbourg. qui est à SIG à Strasbourg. Et en fait, le match aller, on gagne de 20 à 8 minutes de la fin du match, là-bas à Tain, qui était un vaincu à ce moment-là. Et j'ai Adam qui se fait la cheville. Et là, le leader qui se blesse, c'est l'hécatombe mentale, tu vois. On plonge alors qu'il me reste 3 temps morts et on perd le match après double prolongation d'un point. C'est là, tu la traînes un peu comme un boulet et le match retour, donc on rejoue un et c'est la situation inverse. À 1 minute de la fin du troisième quart-temps, je crois qu'on est à moins 21 et on est inexistant. Et j'ai le joueur qui passe à côté, on met pas d'intensité et tout. Et là, il y a un déclic, c'est qu'on s'était mis un petit peu d'accord avec Adam. Il était en pleine période de Ramadan, donc il n'était pas au top de sa forme. C'était le début du Ramadan. Et là, il me dit, Alex, je vais prendre Maxence Lemoine. Toi, la notion de responsabilité qu'on parlait tout à l'heure, Mhm. ben, je prends Thomas, il me dit, Alex, je suis fatigué, mais je vais prendre Maxence Lemoine tout terrain, machin et tout. Et là, transformation, eux, ils mettent plus un tir. Nous, on part dans une euphorie. Je crois qu'on met 4 tirs à 3 points dans la dernière minute 15. J'ai encore un peu des frissons. Et on gagne après prolongation, alors que le match, il est perdu, mais il est 25 fois perdu, tu vois. Et je revois même, il y a Maxence Lemoine qui tire au buzzer sur la gueule, enfin sur la tête d'Adam, pardon. Et la balle, elle rentre dans le total cercle, elle rentre Et elle et elle sort. ressort au buzzer. Je crois qu'il met presque 50 points sur le match, Maxence. Et en fait, ce match-là, il est resté parce que moi, j'ai même fait un montage parce que des matchs comme ça, t'en connais pas beaucoup avec une ambiance de malade mental dans le gymnase. Et toi, ça, je l'ai vécu à 4 ans. Et je l'ai vécu l'année dernière aussi avec la N2 à Mâcon. En plus, c'était un événement particulier parce que j'avais décidé de ne pas faire la route avec les gars. Je vais allumer.
Je reviens. Pardon. Tac. Tu vas me voir un peu mieux. Et j'étais essayé de pas faire la route avec mes joueurs parce que j'étais allé acheter mes vins pour mon mariage avec ma femme. Il y avait toute ma famille. Et il y a ma famille, mes témoins. Et on joue à Mâcon. Et fin du troisième quart-temps, on est à -20 sur un petit score. Je crois qu'on finit par gagner 65-64 ou 63-62. Donc, tu vois, -20 sur un score défensif comme ça, c'est vraiment la Bérésina, quoi. Et le deal avec mon adjoint, c'est que pendant les matchs, tout ce qui lui passe par la tête, il me le dit. Pour un changement, pour une tactique, etc. Et là, Guillaume, il vient me voir, il me dit, Alex, est-ce qu'on ferait pas zone 2-3 parce que là, en Indi, ils vont se défoncer, en zone 3, ils vont se défoncer, est-ce qu'on ferait pas zone 2-3? Là, je dis, ouais, moi, j'ai jamais bossé. Je dis, vas-y, perdu pour perdu, on tente. Et là, ils mettent 3 points dans le dernier quart-temps, Macron. Et nous, bah, tout ce qui rentrait pas, ça rentre. Et on passe devant, je prends un temps mort, je mets en place un système court, et on passe devant sur un tir à 2 minutes, à 2 secondes 5 de la fin du match pour la première fois du match. Bon, il ne marque pas la dernière. Et tu vois, le petit meneur italien qui est passé par l'Asvel, Pozzecco, la réaction qu'il a quand il saute dans les bras de Giannis à l'Euro, quand il gagne machin. Et ben moi, j'étais comme ça. En fait, le match, il était tellement perdu que j'ai sauté, mais j'ai fait des sauts de 10 mètres pendant 5 minutes, j'en pouvais plus. Parce que d'un match qui est perdu, t'as l'émotion, elle est décuplée, là, encore plus forte. Et ce match-là, ouais, il m'est vraiment, vraiment resté. C'est dans l'émotion que ça te procure, c'est incroyable. Et puis, le dernier, je pense, tu vois, ça date d'il y a pas longtemps, même si c'est qu'un tic. Ma première victoire au tic avec la génération 2012 filles, c'est tout récent. Je pense que je vais m'en rappeler quand même. Parce que c'est ma première victoire en tant que CT, donc je pense que je vais m'en rappeler. Tu m'étonnes, ouais. Mais en plus, c'est marquant avec les jeunes parce que tu travailles fort, quoi. Tu vois, tu travailles peut-être même encore plus fort quand tu entraînes des jeunes, que quand tu entraînes des seniors. Et ouais, effectivement, quand tu gagnes ton premier match en tant que coach principal ou en tant que CT sur une sélection, ça fait toujours plaisir, tu vois. Moi, le premier qu'on gagne, c'était sur le TIC à La Les Roche-sur-Yon. 2005, les 2005, ouais, à Et Roche-sur-Foron. avec la génération 2005, ouais, c'est ça, sur Foron, à La Roche-sur-Foron, et on gagne bah, contre la Savoie le premier match. Le vendredi soir, on gagne 110-70. Et tu te dis, waouh, ok. On a réussi à mettre 110 points en 4 fois 8 minutes. Tu fais vraiment la soirée parfaite. Bon, après, on s'était fait choper par l'Isère. Mais C'est pas fort pour cette génération, ouais. on Mais s'était tu fait choper vois, par l'Isère, mais bon. en fait, en sélection, déjà, enfin, les enfants, ils te le rendent plus qu'en senior. Et encore, moi, j'ai la chance, j'ai une équipe N2. Il y a beaucoup de mecs du coin qui sont avant tout là pour le club, avant de leur projet individuel. Mais en jeune, en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce management-là. Et je me rappelle de la génération 2004 de la Haute-Savoie. Le TIC, il est à Bourg-de-Péage. Donc, il est en Ouais, Drôme-Ardèche. ah ouais, oui, oui, j'étais adjoint de Patrick Roy, ouais. Et on fait, sur cette génération-là, on fait -8 contre la Savoie qui gagne, -3 contre l'Isère et -1 contre la Drôme. Donc en fait, tu finis à -12 en 3 matchs, ce qui est jamais arrivé en Haute-Savoie à cette époque-là, mais tu fais 0-3. Et en fait, quand je prends les gosses au milieu pour faire mon débrief, les gosses sont tous en train de pleurer. Et ben toi, tu pleures aussi en fait. T'es obligé, parce que les émotions, elles ressortent. En fait, tu as bossé un an, bon, sélection de ça, c'était un an à l'époque, pour arriver à perdre sur rien du tout. Mais en fait, tu es tellement fier de la réaction des gosses, en fait, tu as gagné. En fait, quand tu vois les gosses comme ça, tu as gagné. Tu es obligé d'avoir gagné. Et nous, à l'inverse, moi, je suis sur les filles avec Patrick, tu vois, justement, et on se retrouve à jouer direct l'Isère tout de Ouais. suite. Et le match, il était hyper tendu. En plus, on coachait contre Mike Corté. Mmh. Et du coup, tu vois, le match, il est tendu, 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 tendu. Isaline Solnier qui se pète. Donc, Ouais. en plus, tu te dis, bah, ça y est, en plus, pour le coup, ton hyper potentiel qui est plus de la partie. Et tu la voyais, elle était en larmes, machin et tout, parce qu'elle pouvait plus jouer et tout ça, tu vois. Et puis finalement, on arrive à gagner sur un truc de fou. On gagne de 1 ou 2 points, je crois, à l'arraché. Et après, du coup, le lendemain et le surlendemain, on gagne la Savoie et la Haute-Savoie. Et du coup, tu gagnes ton tic à domicile, parce qu'en plus, c'était à Bourg-de-Péage. Donc, Drôme-Ardèche en Drôme, c'était vraiment le tic gagné. Et puis, en plus, c'était l'ancienne formule, donc on allait au tournoi de zone après à Istres. Ouais. Et Ouais. on avait vu du coup les joueurs de Bastia dans le même hôtel que nous, de foot, tu vois. Enfin, ouais, t'as des trucs comme ça. Et sur les sélections, effectivement, t'es dans une bulle, en fait. Ouais. Et tu sors un peu du temps.
Tu vois, le TDE qu'on va jouer la première année de TDE, on finit troisième amphi et on finit cinquième avec les garçons, la génération 2005. L'Isère, justement, finit premier, bat le run dans une ambiance de fou furieux à Voiron. Tu te dis, ah ouais, quand même. Ok, et là, tous tes gamins qui pleurent parce qu'ils savent que c'est fini pour eux, en fait. C'était leur dernier, c'était le dernier, puisqu'après, après, il y a la suite, mais pas tous vont pouvoir y aller. Et Ouais. en fait, c'est les derniers moments que tu passes avec eux. Et c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins sur le côté, ouais, en sélection, c'est une bulle. C'est un moment hors du temps. Et tu sais, tu te dis, en fait, tu as l'impression de dire, nous maintenant, c'était, on s'y fait. Et en fait, on s'y fait pas. Moi, là, on part du TDE, mes garçons, ils font un super TDE cette année. Et en fait, on rentre du TDE. Donc, je conduisais, cette année, le TDE était à Lons-le-Saunier. Et en fait, je pose les enfants et les parents me disent, ah, ce serait bien qu'on se fasse une bouffe pour fêter ça, machin et tout. Je dis, ouais, ouais. Mais en fait, dans ton planning, t'as pas le temps. Et en fait, ces enfants, tu les crois dans un gymnase, ils sont contents de venir te voir, contents de venir voir. Mais tous ensemble, bah, tu les auras plus, quoi. Et en fait, du jour au lendemain, bah, tu switches de génération. Mais c'est hyper dur. Et tu vois, moi, c'est mon discours du début de cycle là, cette année. C'est que je leur ai dit aux filles, c'est le début de la fin. C'est le début pour vous de votre parcours, mais c'est le début de la fin des sélections d'Isère. Eh ben, pareil, il faut mettre des mots dessus parce que là, en fait, il faut qu'elles profitent un maximum des 2 mois qui arrivent parce qu'il y a tout et tournois qui vont s'enchaîner. Et quoi qu'il se passe, pour la plupart, à part pour les premières années, le 6 janvier, la sélection d'Isère, c'est fini. Bah, c'est pas évident, même pour nous adultes, c'est pas évident parce que tu t'accroches à ces enfants-là. Tu vois. Moi, je les vois tous les 15 jours, je fais des stages avec. Ah, c'est des enfants que j'espère que dans 15 ans, quand je les verrai, on aura toujours des beaux souvenirs ensemble. Ouais, puis C'est, tu vois, t'as le côté stage aussi. Tu vois, t'as le côté stage où tu pars. Quand tu entraînes ton équipe en club, tu y es toute l'année, mais tu y es deux, trois fois par semaine pour les entraînements et un match. Mais, ouais, mais tu passes pas des journées complètes. Ou alors, si tu fais des stages en club, mais on en fait de moins en moins. On va dire par équipe. On fait des stages maintenant pour pour plusieurs ouais, catégories. Mais alors que quand tu pars en sélection, tu as un nombre limité de joueurs ou de joueuses et tu passes les journées complètes avec et tu crées du lien, tu manges avec eux, bah voilà, tu fais plein de choses. Et effectivement, c'est toujours un peu compliqué, tu vois, de quitter le truc. Moi, quand j'ai fini quand j'ai arrêté sur la génération 2006 filles et j'avais commencé un petit peu la génération 2007, mais j'ai arrêté. Bah, individuellement, tu dis, bah voilà, j'arrête parce que pour différentes raisons. Mais au final, tu laisses un peu, ouais, tu laisses du monde sur le carreau, quoi, en fait. Et c'est bizarre. En fait, c'est bizarre les premiers temps. Quand tu vas pas au rassemblement, quand tu vois, ouais, c'est bizarre. ouais. Et tu vois, je me dis, pour nous, c'est bizarre. Alors, pour des enfants de 12 13 ans, ton Vraiment. truc, il doit être énorme. Il doit être énorme. Euh, Mais c'est tellement chouette à vivre, c'est toujours pareil. C'est comme quand tu dis, tu coaches et t'as pas moins de temps. C'est tellement beau à vivre que tu y vas quand même, quoi. Et les enfants, c'est pareil. Il y a des enfants, ça sera leur meilleur souvenir de basket. Il y a des enfants qui iront pas vers le haut niveau, leur meilleur souvenir de basket, ça sera le TDA optique, j'en suis persuadé. C'est clair. C'est clair. Comment tu te vois à court terme et puis à long terme? Donc, du coup, tu veux pas quitter la région chambérienne, mais comment tu te vois? Est-ce que tu te vois continuer à être CT en Isère et entraîneur de la Nationale 2 ou à un moment donné, peut-être tu vas vouloir autre chose? Bah, mes 2 postes, pour l'instant, ils me conviennent très bien. Après, voilà, je suis en pleine réflexion sur si je vais continuer la nationale 2 ou pas, parce que bah, j'ai des événements. Enfin, j'essaie de fonder une vie de famille, donc ça va dépendre de ça. Après, les dirigeants ils sont au courant, donc j'ai pas à m'en cacher, hein. On est en pleine réflexion là-dessus avec bah, mon entourage et ma compagne. Après, ça me plaît tellement que peut-être que je vais pas arrêter, sûrement que je vais pas arrêter d'ailleurs. Et mon boulot en Isère, il me plaît en fait. Il me plaît parce que bah, tu as beaucoup de terrain quand même, mais tu as beaucoup d'accompagnement. Je trouve que c'est vraiment un poste qui est particulier dans le monde du basket, autre que salarié de club. Euh, donc, euh, donc, moi, j'adore vraiment ça. Après, à court terme, toi, je me vois pas trop bouger. Par contre, j'aimerais bien me développer encore sur plein de choses. Ça veut dire peut-être me développer dans ma connaissance de l'activité, en fait. J'ai fait un petit diplôme de prépa mentale, mais je pense que je pourrais aller plus loin. Je pense que je peux me développer en prépa physique, donc je regarde les diplômes qu'on peut passer à ce niveau-là, ou en tout cas des certifications. Et puis, on en parlait la dernière fois avec mes collègues de la Ligue, là, peut-être pourquoi pas passer le DES. Alors, est-ce que c'est pour être dans le haut niveau? Pour l'instant, je vais te dire que non, parce que c'est pas mon envie principale. Par contre, pour me développer dans ce que je peux apporter aux gens, pourquoi pas?
Voilà, tu vois, moi, à la Ravoir, j'ai quand même un joueur pro. J'en ai eu deux l'année dernière. Il y a 3 ans, j'avais des étrangers. Et ben, j'ai envie d'approfondir mes connaissances encore. Et je pense que ce diplôme-là peut le gérer, mais je suis en réflexion là-dessus, tu vois. Je suis en réflexion là-dessus. Mais en tout cas, mes deux postes me vont très bien et je trouve qu'ils sont très complémentaires, même si ça demande du temps. Parce que tu as un côté vraiment compétition et tu as un côté vraiment formation et développement d'un territoire. Et les deux, ils sont nickel, en tout cas pour moi. Et ben, en tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps pour discuter avec moi cet après-midi. Donc la vidéo YouTube sera retrouvée bah, sur le compte YouTube dans les jours dans les 2 jours qui arrivent. Et puis on te souhaite que du bon et qu'on va continuer à te suivre et avec la Ravoir et avec le comité de l'Isère. Et puis voilà, voilà pour nous. Je te remercie fortement. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Puis j'espère que j'aurais pu, en tout cas, par les échanges, mettre en avant le poste de CT, puis intéresser les gens. En tout cas, c'était avec un vrai plaisir que je suis venu. Et merci encore à toi de l'invitation. Super. Et quant à vous tous, bah, je compte sur vous pour continuer de nous suivre sur Instagram et YouTube. Et à très vite.